L'histoire de la biosphère, c'est quelque chose de long, ça a duré 4800 millions d'années, donc c'est très très long. Ça a été un long chemin qui n'a pas toujours été tranquille, avec une diversification croissante de la vie, mais ça ne veut pas dire une diversification régulière de la vie, une complexité effectivement croissante, nous sommes globalement, nous mammifères, plus complexes que les bactéries. Et puis, si on essaye de comprendre comment ça a fonctionné, c'est vraiment un entrelacement entre des trajectoires évolutives et des contingences environnementales. Alors, à titre de contingence ou d'exemple, pour ce long chemin qui n'a pas été tranquille, il y a 635 millions d'années ou à peu près, il y a eu ce qu'on a appelé la Terre boule de neige, la Snowball Earth, avec beaucoup de glace sur les continents, nous disent certains modèles, pas mal de glace aussi sur les océans, sans doute pas partout d'ailleurs, il y a des différentes interprétations. Et en tout cas, il y a eu plusieurs épisodes de cette Snowball Earth en cours de l'histoire de la Terre, entre 2200 et 635 millions d'années. Un autre exemple de crise de la biosphère, alors je ne vais pas vous les passer toutes, je vous en donne juste deux exemples. Il y a 55 millions d'années, un réchauffement bref mais brutal qu'on appelle le Paléocène thermal maximum, PETM, en sigle, avec pas mal d'extinctions, notamment touchant les micro-organismes, des migrations d'espèces, des renouvellements de faune. Tout ça, c'est pour vous dire que l'histoire de la biosphère, c'est quelque chose de compliqué et qu'évidemment, dans un laps de temps aussi court, il n'était pas question de vous faire un déroulé de cette histoire. Ce que je vous propose plutôt aujourd'hui, c'est de vous montrer le fait que cette histoire, c'est un entrelacement donc, de phénomènes contingents, illustrés ici de manière quasi caricaturale par la chute d'une météorite, et de trajectoires évolutives qui enchaînent de manière plus ou moins régulière des morphologies ou des génomes qui dérivent en quelque sorte les uns des autres, ici illustrés par l'évolution des rhinocéros. Et c'est ce qui fait qu'il y a des contraintes intrinsèques à une histoire. On ne peut pas dire qu'il y ait des lois dans une histoire, tout au plus il y a des régularités qui vont être interrompues par ces événements contingents. C'est ce qui fait qu'une histoire, elle n'est pas ni prédictive ni rétrodictive. On ne peut pas redérouler le film dans l'autre sens à partir d'aujourd'hui et on ne peut pas prévoir ce qui va se passer demain. Et je vous en donne une illustration, et je vous donne une illustration de l'importance de la contingence, qui est tirée d'un papier assez récent de 2012, qui est la différenciation entre les deux grands groupes de plantes vertes, et je pense que François Parcy parlera des plantes tout à l'heure, qui sont les chlorophytes d'un côté et les streptophytes de l'autre. En gros, les streptophytes sont nos plantes, sont nos salades, pour faire simple. Et puis les chlorophytes, c'est toute une série de micro-plantes, de micro-organismes verts. Et tout ça, cet article de 2012 envisage que ça soit la Terre boule de neige qui ait finalement provoqué cette différenciation entre ces deux grands groupes de plantes, les chlorophytes ayant évolué sous la glace et les futurs streptophytes dans les flaques dessalées à la surface de la glace, ce qui a conduit à des physiologies différentes pour ces deux grands groupes de plantes. Ce qui veut bien dire que rien n'a de sens hors du contexte historique. C'est le contexte historique qui donne le sens. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, comment finalement est-ce qu'on travaille sur cette histoire? Comment est-ce qu'on reconstitue cette histoire? Les premières tentatives, ça a été de représenter cette histoire et de la représenter à partir soit d'échelles, plus ou moins ordonnées, comme vous pouvez le voir ici, soit à partir d'arbres. Alors les échelles, c'est Aristote, parmi les premiers, qui a eu une vision scalaire de l'évolution en ayant une hiérarchie entre les plantes, les animaux et puis bien sûr les hommes au sommet de l'évolution. Vision scalaire qui a été reproduite à différents moments de l'histoire. Ici, on est au Moyen-Âge, puisque ça date de 1303. C'est une illustration tirée d'un ouvrage de 1512, mais qui a été faite en 1303 par l'alchimiste Raymond Lulle, qui était un Catalan. Et on voit qu'il avait une hiérarchie qui allait des pierres au feu, aux plantes, aux animaux, à l'homme, aux anges, puis à Dieu. Donc une vision très scalaire. Vision scalaire qui a persisté, puisqu'on est ici avec Charles Bonnet au XVIIIe siècle, et on voit le feu, les terres, les pierres, j'en saute, les plantes, les insectes, les serpents, les oiseaux, et bien sûr, toujours l'homme au sommet de tout cela. Alors Lamarck introduit une vision évolutive, il propose des bifurcations dans ce schéma qui est tiré d'un travail de 1809 chez Lamarck, et en fait, il brise ainsi la chaîne des êtres. Il propose quelque chose, une vision qui n'est plus une vision linéaire de l'évolution, c'est la vision qui sera reprise par Darwin, qui nous dit que toute classification est généalogique, et s'appuie sur les filiations et sur la généalogie pour reconstruire ces classifications. Et il était vraiment très visionnaire, et sans doute plus visionnaire même que lui-même ne l'imaginait, si je puis me permettre cette plaisanterie. Et donc, avec Darwin, la classification doit refléter sa généalogie, et le cahier des charges de la classification, c'est ça le cahier des charges de la classification, refléter une généalogie, refléter une évolution, mais encore faut-il pouvoir reconstruire cette classification, ce qui n'est pas si évident. Alors, à partir de là,
la vision évolutive a tendance à prendre la forme d'un arbre. Il y en aurait de multiples que j'aurais pu vous présenter. J'ai choisi celui de Ernst Haeckel parce que c'est sans doute esthétiquement un des plus jolis, de 1866. Mais vous remarquerez que ça reste un arbre orienté. Il y a toujours l'homme au sommet. Même s'il y a des bifurcations un petit peu dans tous les sens, l'homme reste quand même globalement au sommet de cet arbre. Et c'est un petit peu cette vision qui va être popularisée par la théorie synthétique dans les années 1940-1970, ici illustrée à travers un schéma de l'évolution des chevaux, où les pères de la théorie synthétique nous expliquent comment ça fonctionne, et on construit des arbres avec... bon, il n'y a pas forcément l'homme au sommet, quoique, en tout cas les mammifères sont assez au sommet, et on construit des arbres de cette manière. Donc ça, c'était en guise d'introduction, et ça m'amène à une première partie de mon exposé sur le temps et l'histoire, comment est-ce qu'on reconstruit l'histoire à travers le temps, et vous expliquer que c'est d'abord une affaire de caractère, et pas du caractère du scientifique, des caractères morphologiques notamment ou génétiques. Alors avec la théorie synthétique, on a une approche qu'on appelle stratophénétique, c'est-à-dire qui se fonde sur la succession des strates et qui tient compte aussi des morphologies, des apparences finalement des organismes. Donc les arbres produits, comme celui-ci, sont faits de groupes qui sont présupposés, qui correspondent en quelque sorte à des grades, comme les reptiles ou les amphibiens. Et on construit les groupes, et à partir de ces groupes, on en infère une évolution. En d'autres termes, les groupes précèdent la recherche des parentés, même si bien sûr ces parentés sont admises. On construit d'abord des groupes, et à partir de là, on introduit des parentés entre ces groupes. Alors ce qui change, c'est à partir de 1966, en fait à partir de 1950, Willy Hennig, un Allemand, publie un ouvrage sur ce qui est l'approche dite cladistique, systématique phylogénétique, et qui est traduite en anglais en 1966, c'est pour ça que j'ai écrit à partir de 1966. Ça veut dire que dans une nouvelle approche, les degrés relatifs de parenté fournissent la classification. Ce sont les parentés qui vont servir de base à la classification, et cette classification n'admet que des groupes complets, c'est-à-dire des groupes, un ancêtre et l'ensemble de ses descendants, mais la totalité de ses descendants. C'est pour cela que les reptiles ne sont pas un groupe à part entière, parce que dans les reptiles, il y a aussi des descendants qui sont des mammifères ou qui sont des oiseaux. Donc si on parle des reptiles, c'est un groupe qui est incomplet. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que les arbres sont désormais faits de groupes qui sont déduits de la phylogénie, et pas l'inverse. Autrement dit, les groupes sont postérieurs à la recherche des parentés. Et ça, c'est un changement absolument fondamental dans la manière de concevoir l'évolution et de reconstruire l'évolution. Ces groupes deviennent postérieurs aux parentés et non pas précédant les parentés. Donc, dans l'approche cladistique, j'aime bien la formule « one step, one event » en anglais, un pas, un événement, c'est-à-dire un pas morphologique, une transformation génétique ou morphologique, ça correspond à un événement de l'évolution. Donc, au nœud des arbres de parenté, il y a des états de caractère et non pas des espèces. Et on assiste comme ça, on construit ainsi un emboîtement des groupes. Et l'histoire des espèces et de la biodiversité n'est qu'indirecte, c'est-à-dire que si j'exprime de manière plus claire les conséquences de cette approche cladistique, la première conséquence, c'est qu'on infère une histoire des caractères et pas une histoire des espèces. L'histoire des espèces est secondaire, ce qui compte d'abord, c'est l'histoire des caractères. Et la deuxième conséquence, c'est qu'il n'y a pas d'émergence ni d'apparition de clades. Je vais prendre les échinodermes, mais l'apparition des échinodermes, c'est un abus de langage. Les échinodermes ne sont pas apparus. Il y a des populations qui se font différencier. Certaines ont donné des espèces, et c'est l'histoire subséquente de ce groupe qui fait que c'est devenu les échinodermes et nous, on a trouvé que c'était bien de mettre ça dans une grosse boîte qui s'appelle les échinodermes. Mais seule a existé l'émergence d'innovations, de nouveaux caractères qu'on appelle des apomorphies dans la démarche cladistique. Donc l'histoire, par un exemple, l'histoire du caractère plume à travers ces différents états, qui nous conduit des allosaures en haut à la fin du Jurassique jusqu'au canard actuel, et on voit les différents états que prend le caractère plume, ce qui nous permet d'inférer une histoire évolutive, et donc en conséquence de construire des groupes autour de l'évolution de ces caractères. Mais c'est bien l'évolution des caractères qui prédomine. Je vous en donne une autre illustration avec les tortues, et on va voir que suivant un caractère a un impact très direct et très concret sur la phylogénie. Un petit rappel anatomique sur l'évolution des caractères, avec les fosses temporales par exemple. On a des animaux qui n'ont pas de fosse temporale, comme les tortues, on appelle ça des anapsides. Les mammifères ont une fosse temporale, font partie des synapsides, et il y a des animaux comme les dinosaures ou les oiseaux qui ont deux fosses temporales, ce sont des diapsides.
Donc ça, très logiquement, ça a conduit à mettre les tortues, donc je vais prendre mon pointeur, ça a conduit à mettre les tortues ici, à l'extérieur du groupe des animaux qui ont de fosses temporales, puisque les tortues n'ont pas de fosses temporales. Et puis on a trouvé assez récemment, vous voyez, c'est en 2015, un fossile qui a 240 millions d'années, qui ici on voit un plastron. Il n'y a pas la carapace sur le dos, mais ce plastron fait qu'on peut considérer que cet animal est un ancêtre des tortues. Et cet animal, qu'est-ce qu'il a? Eh bien, il a 2 fosses temporales. Donc, ce qui veut dire qu'historiquement, les tortues ont commencé avec 2 fenêtres temporales. Ça a conduit à réviser la phylogénie de l'ensemble de ces organismes, de ces tétrapodes, et de rapprocher les tortues des lépidosaures. Donc, on voit ici la fermeture des fosses temporales chez les tortues, qui est une réversion en quelque sorte à l'intérieur de ce groupe qui possède 2 fosses temporales. Et puis, on poursuit. Il y a eu des techniques d'imagerie plus performantes qui ont permis d'explorer un nouveau fossile. C'est un fossile de 260 millions d'années qui s'appelle le Notosaurus africanus, qu'on connaît depuis 1898. Au passage, ça vous montre l'importance de faire des collections d'histoire naturelle dans les muséums. Ça, c'est la publicité pour le muséum. J'arrête avec la publicité pour le muséum. Et quand on passe ce fossile au CT scan, on s'aperçoit qu'il a 2 fenêtres temporales également. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de retracer tout le cheminement évolutif, toute l'histoire de la fermeture des fenêtres temporales dans l'évolution des tortues. Ici, des ancêtres à l'ensemble des amniotes. Ici, les ancêtres des tortues. Et ici, tous les intermédiaires qui conduisent à la fermeture de ces fenêtres temporales. Et donc, ça nous a amené finalement à une situation où les tortues étaient externes à ce groupe-là, une situation où les tortues étaient internes, et on a même des analyses moléculaires aujourd'hui qui nous disent qu'elles sont même encore plus proches des oiseaux, qu'elles sont le groupe frère des oiseaux et des crocodiliens, donc à l'intérieur de ce groupe-ci. Ça pour vous dire que la moralité de ça, c'est qu'on n'a pas tout découvert, même chez des organismes connus depuis longtemps, et que le dialogue entre les sources de données et les technologies, c'est ça, la science actuelle, et c'est vraiment l'actualité des fossiles. Alors pour terminer rapidement, je voudrais vous parler un petit peu d'un monde d'outils et de technologies, parce qu'on est dans une évolution très rapide avec des nouvelles données issues de la phylogénie moléculaire depuis une trentaine d'années, beaucoup d'innovations techniques, une informatique appliquée à l'histoire du vivant qui est courante depuis les années 90, et on est dans une ère de données massives avec de la métagénomique, du séquençage de données environnementales, etc., etc. Et ça amène à des situations qui sont quasi cocasses, c'est-à-dire que dans cette ère de données massives, par exemple, en 2017, il y a un article qui a parlé de l'apparition, enfin de la présence de néandertaliens et de dénisoviens à partir de sédiments, c'est-à-dire qu'on a des traces des habitants de certaines grottes préhistoriques, alors qu'il ne reste plus rien de ces habitants. C'est dans les sédiments qu'on va retrouver des traces d'ADN à l'intérieur des sédiments. On n'a plus aucune trace des habitants de ces grottes sous la forme de restes osseux, par exemple. Donc ça permet de faire ce genre de choses. Et c'est dans le même papier, on voit aussi les peuplements de différentes grottes en Europe et en Asie occidentale à travers les différentes silhouettes d'animaux que vous pouvez avoir là. Tout ça, c'est reconstitué à partir du contenu du sédiment et non pas à partir de restes osseux qui auraient été présents dans les grottes. Donc vous voyez les progrès que nous font faire finalement les méthodes moléculaires de l'évolution. Il y a d'autres méthodes qui sont intéressantes, qui sont les méthodes d'imagerie, avec un retour en force de la morphologie de l'anatomie comparée, avec des possibilités de multiplier. Ici, un charançon, enfin, ou quelque chose de proche d'un charançon issu de l'ambre fossile opaque, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ce qu'il y a dedans, et c'est le synchrotron qui nous permet de dégager finalement ce fossile de manière virtuelle. Ici, le crâne d'un poisson en imagerie tridimensionnelle. Alors, si je résume, il y a eu une succession de révolutions, avec une vision sous forme scalaire ici, de l'arborescence, l'évolution darwinienne, tout ça, ça a été une forte évolution des concepts. Avec l'émergence de la cladistique au XXe siècle, c'est vraiment une évolution dans la démarche. On reste dans le contexte évolution, mais c'est une évolution de démarche. Et puis, depuis le début du XXIe siècle, on est vraiment, et la fin du XXe, on est confronté, par bonheur, à une très très forte évolution des techniques qui nous amène à changer beaucoup notre regard quand même sur ce qui est en train de se passer. Alors, pour conclure, je voudrais vous délivrer quand même quelques messages qui sont un petit peu des messages à emporter avec vous. Des messages qui concernent des préjugés, qui restent enracinés dans notre subconscient collectif, et puis le fait qu'il faille mobiliser de nombreuses disciplines. Les préjugés. À propos des plans d'organisation, puisqu'il était aussi question de plans d'organisation, ici vous avez Louis Agassiz, professeur au Museum of Comparative Zoology, suisse d'origine, élève de Cuvier, très influencé par Cuvier, qui ici explique à ses élèves ce que sont les radiaires, dans lesquels on peut voir qu'il y a des méduses, des polypes avec des coraux, d'autres méduses, un corail, un oursin, une étoile de mer.
On sait aujourd'hui que ces animaux n'ont rien à voir les uns avec les autres, en tout cas que les oursins et les étoiles de mer n'ont rien à voir avec ceux-là. Ceux-ci sont des protostomiens, ceux-ci sont des deutérostomiens, donc la bouche se forme en second. L'embryologie nous a démontré que c'était un rassemblement qui était faux. C'est l'analyse des caractères qui nous démontre ça. Donc on voit bien l'importance de l'analyse des caractères dans ce genre de démarche. Et puis je reviens un tout petit peu sur les échinodermes, qui sont des entités forgées par l'homme. Je ne pouvais pas résister au fait de vous dire, bon, les échinodermes, on a l'habitude de les définir comme des animaux qui ont une symétrie rayonnante d'ordre 5, illustrée ici par un oursin de l'Amérique du sud de l'Amérique du Sud. Mais en fait, je vous ai mis ici un fossile du Paléozoïque inférieur, avec certes une reconstitution un petit peu imagée, mais assez réaliste quand même. Un autre ici, et puis une étoile de mer à multibras, ce qui montre bien que résumer aussi un groupe à un caractère, ce n'est pas forcément si simple que ça, et que souvent il y a beaucoup d'exceptions à ce qu'on entend par là. Mais vous parlez des échinodermes, ça serait quasiment un autre exposé. Et puis je voudrais aussi, de manière un petit peu pernicieuse, dans notre subconscient, on est très marqué par les grandes étapes évolutives. Par exemple, on sait maintenant que le dipneustes est plus apparenté à la vache qu'il ne l'est à la carpe. Bon, parce qu'on a un ancêtre commun, la vache et le dipneuste ont un ancêtre commun qui est exclusif au dipneuste, enfin qui est l'ancêtre commun du dipneuste et de la vache, et qui n'est pas celui de la carpe. Pourtant, il y a une grande étape morphologique qu'on reconnaîtra entre cet animal et celui-ci. Simplement, pourquoi ça nous travaille, ça? Parce qu'on est enfin dans une forme d'héroïsation de notre histoire propre. C'est-à-dire qu'on voit les choses à partir de notre fenêtre, et on a des jugements de valeur qui ne sont pas des jugements scientifiques. Et ça biaise notre vision des choses, et ça a biaisé la vision de nos prédécesseurs en sciences également. Si on avait été à leur place, on aurait fait d'ailleurs exactement la même chose. Mais bon, ça biaise notre vision. Alors aujourd'hui, la meilleure représentation qu'on ait de l'évolution, et là je vous mets une image qui est tirée de la nouvelle salle de réalité virtuelle du muséum, deuxième page publicitaire qui interrompt mon discours, j'espère que ça sera la dernière. Donc la vision d'un buisson sphérique avec une absence de polarisation, ça veut dire que toutes les petites billes là, qui représentent différentes espèces à la surface de la sphère en sont au même stade d'évolution. Et si on dessinait une sphère plus petite à l'intérieur, qui serait une sphère à un instant T des temps passés, si vous voulez, toutes les petites billes qui seraient à la surface de cette sphère-là représenteraient également un même stade d'évolution. Donc c'est la meilleure représentation qu'on ait aujourd'hui de cette vision d'évolution. Néanmoins, c'est difficile de sortir les choses de la tête, et les échelles ne sont jamais très loin dans certaines représentations. Parmi les plus fameuses, bon, bien sûr celle-ci, avec cette belle évolution linéaire qui va du chimpanzé jusqu'à l'homo sapiens, en passant peut-être par Néandertal et d'autres, ce qui est évidemment totalement faux. Et puis, un petit schéma évolutif, sans doute des échinodermes. On en est à ce stade-là. Voilà les échinodermes du futur. Le deuxième message que je voudrais transmettre pour conclure, c'est la dimension multidisciplinaire. Alors ici, de nouveau, une gravure très ancienne qui montre à quel point de nombreuses disciplines, ici ce sont certaines racines disciplinaires, et ces disciplines portent les fruits de la connaissance qui sont représentés par tous ces fruits là autour. Et ces disciplines, finalement, dans le domaine de l'évolution, c'est toutes celles-ci, la paléontologie, l'anatomie, la génétique, l'écologie, l'embryologie, la biologie du développement, etc., qui travaillent ensemble. Et on ne peut pas répondre à certaines questions autrement qu'en les travaillant ensemble. Je vous en donnerai un exemple, vraiment pour conclure. Si on veut comprendre les échinodermes, et c'est ce que Philippe Janvier a dit tout à l'heure en introduction, quand j'ai essayé de comprendre les échinodermes, j'ai mobilisé l'ensemble de ces disciplines, j'ai mélangé, dans le bon sens du terme, des choses tirées de très vieux fossiles, d'il y a 500 millions d'années, qui nous enseignent comment c'était au début, des choses tirées de jeunes larves, c'est-à-dire de la biologie du développement et du moment où une larve se transforme en un très jeune oursin ou une très jeune étoile de mer, et puis des gènes un peu bizarres qui marquent certains territoires, et tout ça fait un sens et nous aide à comprendre pourquoi les oursins ne sont pas finalement des organismes rayonnants d'ordre 5, ils le sont bien sûr, mais ce n'est pas ça qui est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est qu'ils ont un axe antéro-postérieur et que ceci nous permet de décrypter l'acte antéro-postérieur en associant notamment de l'embryologie, de la biologie du développement, de la paléontologie et de l'anatomie. C'est ça qui nous permet de le faire. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, vous nous avez captivés et on va passer aux questions.
Odile Eisenstein, de ce côté-ci, merci, à droite. merci beaucoup. À gauche. Je ne connais rien au domaine et j'ai été passionnée. Et Merci. je vais vous poser une question, mais complètement béotienne. Donc, en fait, on voit bien qu'il y a eu des erreurs dans le passé et qu'on est en train de les corriger. Bon, par des techniques, évidemment, beaucoup plus, je dirais, avancées. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui nous font penser qu'on est encore dans l'erreur et qu'il y aura d'autres organisations et d'autres... Qu'est-ce qui vous fait dire que maintenant, on a raison ? Mais quand j'essaye d'être rétrospectif, ce qui n'est pas très honnête d'ailleurs, et si je me remets à la place de certains glorieux ancêtres, je pense que j'aurais fait exactement la même erreur qu'eux. Je pense à Agassiz avec les radiaires. Il n'avait pas les moyens de l'embryologie qui lui permettaient de trier tout ça. Donc il avait une vision cohérente en fonction des connaissances de l'époque. Qu'est-ce qui vous manque maintenant ? Est-ce qu'il vous manque quelque chose ? Si je savais, c'est que j'aurais une boule de... Si j'avais une boule de cristal, je pourrais vous le dire. Parce que c'est pareil, s'ils avaient su ce qui leur manquait, ils auraient pu dire, etc. Non, je crois beaucoup, beaucoup. Et si j'avais à refaire une carrière au CNRS et que j'avais 30 ans de moins, on a le droit de rêver, voire plus, je pense que je ferais de la biologie du développement. Parce que je vois à travers ça, et de la génétique du développement, parce que je vois à travers ça tout ce que ça peut nous enseigner. J'ai travaillé dans une période récente sur le cluster des OX, donc un certain nombre de gènes qui font la polarité antéro-postérieure chez les échinodermes. Et là, c'est une aventure fantastique. Mais je crois beaucoup aussi à la multidisciplinarité. Franchement, je trouve que d'être trop sur une tête d'épingle et sur son sujet hyper spécialisé, c'est pas là qu'on va faire des avancées. C'est vraiment en croisant les disciplines. Et dans le domaine de l'histoire naturelle ou dans le domaine de l'évolution, pour rester sur ce sujet, je pense que croiser effectivement de la paléontologie très ancienne avec des fossiles qui nous apportent des informations qui sont uniques, parce qu'elles se sont effacées après, avec de la génétique du développement, de la biologie du développement, de l'embryologie, ça c'est vraiment la solution et c'est un chemin absolument très exaltant. Pierre Corvol, juste ici, à côté de moi. Oui, vous avez remarquablement bien démontré ce que peut apporter une science de l'observation. Est-ce qu'on peut expérimenter ? Parce que ce serait absolument passionnant si une machine à réduire le temps, est-ce qu'on peut imaginer une expérimentation dans le domaine fondée sur la simulation et la prédiction à partir d'un certain nombre de données ? Alors, je pense que l'expérimentation, elle peut concerner des organismes très très simples. On va penser aux micro-organismes, où là, effectivement, on a un rythme de génération, une succession de générations suffisamment rapide pour envisager de l'expérimentation, de voir comment on peut éventuellement canaliser l'évolution en fonction de pression de sélection ou de choses comme ça. Sur des organismes complexes, ne serait-ce que par le rythme des générations, ça me paraît très très difficile. Maintenant, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal. Si un jour ça devient possible, ça sera une aventure assez extraordinaire. À la réserve près qu'il ne faudrait quand même pas que l'on fabrique des monstres chimériques. Je ne veux pas parler trop de chimères, parce que je vois qu'il y a Nicole Ledoirin juste derrière, et que c'était une aventure absolument passionnante. Mais imaginez qu'on arrive à rendre viable, je ne sais pas moi, la nouvelle version de Jurassic Park va bientôt sortir là, au mois de juin, des dinosaures, ce n'est pas forcément une très bonne chose à faire sur le plan éthique. Voilà, il y aurait des limites éthiques, mais au-delà de ça, évidemment, ça serait un outil exceptionnel. Je ne pense pas qu'on le maîtrise aujourd'hui. Roger Ballion de ce côté. Et puis, et ensuite Nicole. Sur l'exemple que vous avez donné de la tortue et de son ancêtre. Le micro. Oui, je voulais revenir sur l'exemple de la tortue et du fossile qui serait l'ancêtre de cette tortue. Bon, vous êtes focalisé sur un caractère particulier. On aurait choisi un autre caractère. Est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver quelque chose de complètement différent ? En l'occurrence, non, parce qu'il y a quand même une congruence des caractères dans l'évolution de ce groupe qui font que ça marche plutôt bien. Ce qui était bizarre, c'est que la tortue était dans la situation antérieure, avant qu'on découvre cet ancêtre à deux fosses temporales. L'absence de fosses temporales chez la tortue, donc considérée comme un état primitif du caractère et non pas comme un retour en arrière, comme une réversion, c'était quelque chose qui contraignait à sortir les tortues de ce groupe-là, et c'était à la limite contrariant, entre guillemets. Voilà, donc c'est... Oui, pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi ce caractère évoluerait-il dans un sens plutôt que dans l'autre. Non, mais il n'y a pas de pourquoi. C'est un constat. C'est une observation. Factuellement, compte tenu de ce qu'est la stratigraphie, compte tenu de ce que sont ces fossiles, ça nous permet de documenter l'évolution des tortues et de mieux comprendre l'évolution des tortues. Juste un commentaire par Pascal Vous Cossard. en avez d'autres d'exemples comme ça où vous sortez un animal de sa classe et vous le mettez ailleurs ?
Oh, il y en a, oui, il y en a d'autres de temps en temps. Enfin, à ce point-là, c'est quand même important, mais il y en a d'autres quand même de temps en temps. Alors, j'en connais chez les échinodermes, mais là, je vais rentrer dans des choses un petit peu plus spécialisées. Mais on a, par exemple, considéré que les holothuries étaient primitives chez les échinodermes, jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'était en fait le groupe frère des oursins. Alors, quand on regarde une holothurie, a priori, ça ressemble pas beaucoup à un oursin. Nicole Ledouarin. Des systèmes géniques ou des gènes qui sont responsables de la modification de la symétrie bilatérale, classique des bilatéria, en symétrie radiaire. Oui, alors l'hypothèse sur laquelle on a travaillé, c'est qu'au niveau du cluster des ox, des échinodermes, il y a un réarrangement du cluster. C'est-à-dire qu'on a la succession des gènes ox de 1 jusqu'à 13, qui est standard, par exemple, chez nous, chez les vertébrés, d'une manière générale. Et quand on regarde ce qui se passe chez les échinodermes, les 3 premiers gènes passent de l'autre côté du cluster et sont inversés. C'est-à-dire qu'on commence, en fait, au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, etc., jusqu'à 13, on fait 4, 5, 6, 7 jusqu'à 13, et après 3, 2, 1. Oui. Et il se trouve que les 3 premiers gènes sont ceux qui codent pour la symétrie rayonnante, qui code pour l'hydrocèle, c'est-à-dire pour une partie du cellome, pour un compartiment célomique qui est à l'origine de la symétrie rayonnante d'ordre 5, et que les derniers gènes dans l'ordre de lecture du cluster sont ceux qui sont prévalents, qui vont dominer sur les autres. C'est ce qui fait que la symétrie rayonnante d'ordre 5 est dominante chez les échinodermes. Et c'est là qu'on bascule sur cette symétrie rayonnante d'ordre 5. C'était pas tant. Alors, je vais revenir à la question de monsieur, de vous, là. On devrait pouvoir faire une expérience sur un animal quelconque, peut-être une hydre d'eau douce, et la faire se transformer en un être à symétrie bilatérale. Ou bien prendre un être à symétrie bilatérale et le transformer en un être à symétrie radiaire. Écoutez, Il faut trouver le bon matériel. Oui, mais parce ce que n'est pas inconcevable si on a le système génétique qui intervient, si on le connaît, si on peut le manipuler. Oui, parce que chez les échinodermes, ça a fonctionné en quelque sorte parce qu'on avait cette spécificité, ce caractère particulier d'avoir ce compartiment du cellome qu'on appelle l'hydrocèle et qui est vraiment à l'origine de la symétrie 5. C'est lui qui va faire 5 bourgeons à un moment donné dans le développement et qui va faire qu'un échinoderme a une symétrie 5. Oui. Et si on ne l'a pas, on a beau inverser les gènes, ça ne marchera pas. La dernière question, Édouard Brézin, à droite là-bas. Oui. Est-ce que vous comprenez l'échelle des temps dans cette histoire entre, prenons les êtres pluricellulaires, ils ont moins d'1 milliard d'années d'existence. Est-ce qu'il faut s'émerveiller qu'on soit allé si vite ou est-ce qu'on a été un peu lent? Je n'ai pas de jugement de valeur sur la vitesse de l'évolution. J'avoue que je ne m'étais jamais posé la question. Donc là, franchement, oui, ça a considérablement bougé. Alors maintenant, on en est sur des ajustements fins. Parce que l'évolution, elle est contraignante. Au fur et à mesure qu'elle avance, chez des êtres de plus en plus compliqués, elle va introduire des contraintes. Simplement des contraintes de construction qu'on connaît bien à travers la biologie du développement. Et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. À partir d'une grenouille, on ne va pas pouvoir revenir à un papillon directement. Enfin, ça semble assez compliqué quand même. Donc, évidemment, il y a ces contraintes. L'évolution en termes de taux de modification, on a l'impression qu'elle ralentit un peu, qu'on est plus dans des ajustements fins que dans des grandes innovations, quoique peut-être qu'elles nous échappent et qu'on va les voir. Mais ceci dit, la documentation de l'histoire telle que la paléontologie nous la fournit nous montre qu'il n'y a pas de grandes innovations. Je ne parlerai pas d'origine de plan d'organisation, mais en fait d'origine de caractère qui finalement, in fine, ont abouti à ces grosses boîtes que sont les plans d'organisation. Il n'y en a pas eu depuis très longtemps. En gros, si je schématise, depuis 400 millions d'années.